Ce soir, je serai votre compagnon de voyage à travers le royaume enchanteur et intemporel de la mythologie grecque. Notre histoire suit le rapide et rusé Hermès, messager des dieux. Laissez-vous emporter par les aventures d'Hermès et le drame céleste des dieux et des nymphes dans un monde paisible, et plongez dans un sommeil réparateur au milieu de leur récit. C'est ici, avec Hermès, que commence notre histoire. Dans le crépuscule feutré qui enveloppait le mont Olympe, le puissant chef des dieux convoqua Hermès dans sa chambre. Hermès, habitué aux caprices et aux appels pressants des dieux, se retrouva devant la grande chambre de Zeus. On frappa doucement à la porte et Hermès entra. Zeus se tenait près de la fenêtre, regardant le monde d'en bas d'un air pensif. « Ah, Hermès, mon messager de confiance !» commença Zeus, sa voix trahissant un soupçon d'inquiétude. « J'ai à nouveau besoin de tes talents uniques. » Hermès, toujours observateur, remarqua l'attitude moutonnière peu commune de Zeus. « Monseigneur, dit Hermès, d'une voix calme et posée, comment puis-je vous servir ce soir ?» Zeus soupira et se détourna de la fenêtre pour faire face à Hermès. Le clair de lune projetait des ombres sur ses traits divins, révélant une rare vulnérabilité. « J'ai été indiscret, » admit-il, son regard tombant sur le sol avant de retrouver celui d'Hermès. « Héra a découvert mes démêlés avec la nymphe Io, et elle est furieuse, à juste titre. » Hermès ne fut pas surpris par les aveux de Zeus. Le roi des dieux était connu pour ses aventures amoureuses. « Zeus, tu as été l'ami de bien des dames, » dit Hermès, le ton léger, tentant d'insuffler un peu de légèreté dans l'attention. Zeus réussit à sourire à la remarque d'Hermès, mais il redevint rapidement sombre. « Oui, et maintenant je crains que la colère d'Héra ne perturbe l'harmonie de l'Olympe. Hermès, tu as toujours su manier les mots, un baume apaisant même pour les cœurs les plus tempétueux. Je te demande de parler à Héra, de calmer sa tempête, dit Zeus, sa demande étant empreinte à la fois d'espoir et de désespoir. » Hermès éprouve une certaine réticence. La médiation entre Zeus et Héra n'était pas une mince affaire. La colère d'Héra était aussi féroce que son amour était fort. « Zeus, tu me demandes beaucoup, » répondit Hermès avec prudence. « La colère d'Héra n'est pas facile à calmer, surtout lorsqu'il s'agit d'affaires de cœur. »« je sais, » répondit Zeus, la voix lourde de regret. « Mais qui d'autre peut naviguer dans les eaux troubles du cœur d'Héra avec autant de grâce et de diplomatie? Je te confie cela, Hermès, non seulement en tant que mon messager, mais aussi en tant que dieu de la sagesse et de la ruse. » Hermès réfléchit à la requête de Zeus, comprenant le poids de la tâche. Réparer le fossé qui séparait le roi et la reine des dieux est un défi de taille. Pourtant, Hermès se sentait investi d'un sens aigu du devoir. « Très bien, Zeus, » dit-il enfin, d'une voix décidée. « Je parlerai à Héra. Je ne peux pas lui promettre son pardon, mais je m'efforcerai de ramener la paix sur l'Olympe. » L'expression de Zeus s'adoucit. La gratitude brille dans ses yeux. « Merci, Hermès. Ta loyauté et ta sagesse sont des trésors pour nous tous. » Avant de s'aventurer dans la tempête qui l'attendait avec Héra, Hermès demanda conseil aux autres dieux. Son chemin l'avait d'abord conduit à Athéna, qui lui a conseillé « N'approche pas seulement Héra avec des mots, mais aussi avec un geste de révérence. N'oubliez pas que le respect est une monnaie qu'elle apprécie par-dessus tout. » Prenant à cœur la sagesse d'Athéna, Hermès chercha alors ce qui pourrait constituer un hommage digne de ce nom. Il connaissait l'amour d'Héra pour son jardin et sa myriade de fleurs enchanteresses, et il choisit donc une fleur rare qui scintillait sous la rosée et la lumière de la lune. Le cadeau en main, Hermès s'approcha du magnifique jardin d'Héra. L'endroit, rempli de fleurs de toutes les couleurs, témoignait de son amour pour la beauté et l'ordre. Les paons se pavanaient majestueusement parmi la flore, leurs queues irisées reflétant l'immensité du ciel nocturne. Au cœur de cette splendeur, Héra s'occupait de ses oiseaux bien-aimés, sa présence étant aussi imposante que les paons étaient gracieux. Hermès s'avança dans le jardin, la fleur rare à la main, et se racla doucement la gorge pour annoncer sa présence. « Grande Héra, reine des dieux, votre jardin est aussi époustouflant que les contes le disent. » Commença Hermès, la voix empreinte d'une véritable admiration. « Je viens apporter un cadeau. » Héra lui rendit son regard, à la fois perçant et curieux.
elle ne put s'empêcher de remarquer la beauté singulière de la fleur offerte par Hermès. « Hermès, lui dit-elle d'une voix froide et mesurée, tes paroles sont aussi douces que ton parcours dans les cieux. Qu'est-ce qui amène le messager de Zeus dans mon sanctuaire ?» Hermès, sachant que la discrétion est la meilleure partie du courage, choisit ses mots avec soin. « Madame, Zeus reconnaît la douleur que ses actes ont causée. Il ne souhaite rien d'autre que d'apaiser les querelles qui affligent votre cœur. » L'expression d'Héra se durcit à la mention de Zeus, ses yeux reflétant la tempête qui se prépare. « Alors, Zeus envoie son héros pour m'apaiser, » dit-elle, la voix tranchante. Comme s'il pensait qu'une fleur et des mots doux allaient effacer ses traits. Hermès s'inclina légèrement, reconnaissant sa... « Je comprends votre colère, ma reine. Mon rôle est de transmettre un message de... » Un silence s'installa entre eux. La tension palpe. Le regard d'Héra se porta à nouveau sur la fleur, puis sur Hermès, une décision se dessinant dans son esprit. La paix est un luxe qui a un prix. Si Zeus recherche mes faveurs, il les aura, mais pas sans conséquence. Io, la nymphe qui a attiré son regard errant, sera le réceptacle de ma colère. La déclaration était lourde dans... Hermès, pourtant habile dans l'art de la négociation, se trouva désemparé. Les intentions d'Héra étaient claires et sa détermination inébranlable. Elle se retourna vers ses paons, le congédiant sans un mot de plus. La salle du trône de l'Olympe, habituellement symbole de l'autorité et du pouvoir divin, était en ce jour anormalement. Zeus, assis sur son trône, attendit des nouvelles de la conversation entre Héra et Hermès. Ce n'est pas seulement Io qui doit apprendre les conséquences de tels enchevêtrements. Cela sert à rappeler à tous, y compris à vous-même, le caractère sacré de nos vœux. Zeus, reconnaissant la futilité de l'argumentation, inclina légèrement la tête. « Que ta volonté soit faite », concéda-t-il en hochant la tête. Héra se retourna, son manteau tourbillonnant autour d'elle alors qu'elle sortait de la salle du trône. Son décret avait été prononcé, son autorité affirmée. Alors que les portes se refermaient derrière elle, Hermès fit son entrée à point nommé. Le dieu messager, rapide et silencieux, s'approcha de Zeus. « Zeus, » commença Hermès, sa voix portant une note de regret, « j'ai été témoin du décret d'Héra. Malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à influencer son cœur. Je m'en excuse. » Zeus regarda Hermès, son regard reflétant un mélange d'appréciation et d'accablement. « Hermès, tes efforts ont été courageux. La détermination d'Héra ne s'adoucit pas facilement. Mais ce ne sont pas tes excuses que je cherche, c'est ton aide. » Hermès, toujours attentif, inclina légèrement la tête. Zeus, avec un soupir qui semblait porter le poids des cieux, fit part de son plan. « Le destin de Io me pèse, Hermès. Héra l'a transformée en vache, et Argus Panopte, le géant aux 100 yeux, veille sur elle. Sa vigilance est telle que tous ses yeux ne dorment pas en même temps. C'est une tâche hors de portée de beaucoup, mais je crois que ta rapidité et ta ruse te permettront d'accomplir ce que d'autres n'ont pas pu faire. » Hermès absorbait les paroles de Zeus et prit conscience de la gravité de sa tâche. Surpasser Argus, un être d'une vigilance sans pareille, était un défi qui exigeait toute sa ruse et sa rapidité. « Zeus, » répondit Hermès d'une voix résolue, « tu demandes beaucoup, mais l'injustice commise à l'égard de Io ne peut être tolérée. Si ma rapidité et mon esprit peuvent servir à réparer ce tort, alors tu auras mon aide. J'entreprendrai cette tâche et je verrai Io libérée de ses liens. » Le visage de Zeus, pour la première fois depuis le début de l'épreuve, montrait une lueur d'espoir. « Merci Hermès. Ton courage et ta loyauté brillent comme des phares en ces temps troublés. » D'un signe de tête, Hermès se tourna vers la sortie, l'esprit déjà rempli de projets et de possibilités. Hermès comprit que la vitesse, bien qu'elle soit un atout formidable, ne suffirait pas pour la tâche à accomplir. Le rusé dieu messager savait qu'il faudrait aussi faire preuve de subtilité et de stratégie. Déterminé à élaborer un plan qui garantirait son succès, Hermès réfléchit à son approche. Il serait stupide d'affronter Argus directement, songea-t-il, songeur, en évoquant toutes les possibilités qui s'offraient à lui. Un déguisement, donc, pour se fondre dans le monde des mortels sans se faire remarquer. L'idée fait son chemin, et Hermès se mit à rassembler ce qu'il faut pour se transformer en simple fermier. Il portait des vêtements usés qui témoignaient des jours passés à travailler dans les champs et une barbe qui masquait ses traits divins.
Il ne pouvait cependant pas remplacer ses chaussures. Les talarias, comme on les appelait, lui conféraient une vitesse inégalée. Même si son déguisement était parfait, Hermès devait relever un défi de taille, endormir le plus grand nombre possible dieu d'Argus. Une berceuse, pensait-il, serait la clé pour adoucir la vigilance du géant. Il y avait cependant un obstacle de taille. Hermès n'était pas un chanteur. Sa voix, bien que persuasive en paroles, n'avait pas la qualité mélodique nécessaire pour apaiser et enchanter par le chant. À la recherche d'une solution, Hermès se tourna vers les muses, les déesses de l'art et de la créativité. En entendant la détresse d'Hermès, elles lui proposèrent une alternative à son dilemme vocal, un instrument pour jouer la berceuse à sa place. Enchanté par cette suggestion, Hermès s'aventura dans un bois sacré. Là, au bord d'une rivière qui coulait doucement, il trouva son matériel qui l'attendait. Un groupe de roseaux, chacun étant une promesse de mélodie. D'une main attentive, Hermès créa son instrument, une flûte de Pan. Chaque roseau était taillé à une longueur différente pour produire une gamme de sons apaisants. Le premier souffle d'Hermès dans sa flûte fut un moment de création, une naissance musicale si envoûtante que les feuilles du bosquet semblèrent se rapprocher. La mélodie qui en découlait était à la fois simple et complexe, une berceuse qui avait le pouvoir d'apaiser même les plus agités. La flûte de Pan, prête et son déguisement en place, Hermès ressentit un élan de confiance. Les éléments de son plan, tout soigneusement étudiés et élaborés, s'étaient mis en place. Il n'était plus seulement le dieu messager, mais un stratège, un artiste et un libérateur en devenir. Alors que la lune s'élevait dans le ciel nocturne, jetant sa lueur argentée sur l'Olympe et le monde en contrebas, Hermès se prépara à partir en mission. Le chemin qui s'ouvrait devant lui était semé d'embûches et d'incertitudes. Mais la pensée d'Io, prise au piège et attendant son salut, alimentait sa détermination. Avec la flûte de Pan aux lèvres et l'apparence d'un fermier dissimulant sa nature divine, Hermès était prêt à affronter Argus Panopte. La nuit était une toile d'étoiles, chacune étant le témoin silencieux des actes des dieux et des mortels. Ses premiers pas furent légers, troublant à peine la rosée qui s'était déposée sur l'herbe. La Grèce s'étendait devant lui, tapisserie de beauté et de mythes. Hermès, avec la rapidité qui avait fait sa renommée, traversait la terre avec aisance. Pourtant, malgré l'urgence de sa mission, il ne put s'empêcher d'être ému par les paysages qui défilaient autour de lui. Les oliveraies, baignés par le clair de lune, murmuraient d'anciens secrets, tandis que des montagnes lointaines, dont les sommets touchent le ciel, se dressaient comme des gardiens du monde d'en bas. À mesure qu'il avançait, le terrain passait de vallées luxuriantes ornées de fleurs sauvages, dont le parfum était une mélodie nocturne, à des collines accidentées qui parlaient d'endurance et de temps. Le doux murmure des ruisseaux accompagnait son passage, rappelant la nature toujours fluide de la vie, et la mer, dont l'immensité était un miroir des cieux. Mais ce n'était pas seulement la beauté naturelle de la Grèce qui avait attiré l'attention d'Hermès. Les vestiges de l'activité humaine, les temples et les ruines étaient autant de monuments qui témoignaient des aspirations et de la dévotion des mortels. Dans le calme de la nuit, ces lieux semblaient sacrés, imprégnés de prières et de rêves, passés mais jamais oubliés. Le voyage d'Hermès était solitaire, mais il n'était jamais vraiment seul. Les esprits de la terre, les nymphes et les dryades veillaient sur lui, leur présence lui rappelant doucement l'interconnexion de toutes les choses. Alors que l'aube commençait à peindre le ciel des premières lueurs du matin, Hermès approchait de sa destination. Son voyage l'avait mené à travers toute la Grèce, des bosquets ombragés aux rivages éclairés par la lune. Pourtant, lorsque la silhouette du domaine d'Argus se dessina, Hermès s'arrêta. Le défi qui l'attendait était formidable, un test d'esprit, d'habileté et de cœur. Le domaine d'Argus Panopte était un lieu d'une formidable solitude, niché dans une vallée où les ombres semblaient murmurer les secrets d'une antique vigilance. Au milieu de ce paysage austère, un champ de bovins paissait paisiblement. En s'approchant, Hermès entendit les ronflements du géant. Aussi bruyants qu'ils fussent, il ne voyait la bête nulle part. Prenant soin de ne pas révéler sa nature divine, Hermès se fondit dans l'ombre, revêtant avec soin son déguisement de fermier. Le tissu usé de ses vêtements et la barbe rude qu'il portait
le rendait indiscernable de tout mortel susceptible d'errer sur ses chemins. Sa talaria cachée, Hermès s'aventura plus près du champ de bétail. Au milieu du troupeau, ses yeux cherchaient Io, la nymphe désormais piégée sous sa forme bovine. À première vue, les bêtes semblaient indistinctes les unes des autres. Puis, comme un phare, une vache attira son attention. Même sous cette forme, la grâce de Io était indéniable. Ses yeux, bien que changés, brillaient toujours de l'essence de sa beauté de nymphe. Hermès s'approche prudemment d'elle et lui dit à voix basse « Io, c'est moi, Hermès, je suis venu te sauver. » Il n'était pas sûr qu'elle puisse le comprendre, mais le léger coup de tête qu'elle donna contre sa main laissait supposer une reconnaissance dépassant le simple instinct animal. Fort de ce petit signe de compréhension, Hermès commença à entraîner Io, s'émerveillant de la simplicité de leur fuite. « La chance est peut-être de notre côté, » se dit-il, se laissant aller à un moment de soulagement. C'est alors que le sol se déroba sous ses pieds. Ce qu'il avait pris pour une grande colline se mit à bouger. De la mousse et de la terre tombèrent en cascade de la forme qui s'élevait, révélant non pas un élément du paysage, mais le géant endormi lui-même, Argus Panopte. Si grand qu'on l'avait pris pour une colline, Argus, vêtu d'un patchwork de terre et de feuillage, se tenait devant Hermès. Le réveil du géant fut un lent grondement, un déplacement de masse et de muscles. Les 100 yeux d'Argus s'ouvrirent, surprenant Hermès en train d'emmener Io. Les yeux, brillants et sans clin d'œil, se focalisèrent avec une intensité qui glaça l'air. Argus se dressa de toute sa hauteur, un mastodonte dont la seule présence semblait dominer le paysage. Son envergure était immense, chacun de ses mouvements faisant trembler le sol. Ses yeux, disséminés sur tout son corps, veillaient à ce qu'aucun angle ne soit négligé, aucune ombre non maîtrisée. Hermès, debout devant ce colosse, ressent une poussée de peur. La facilité avec laquelle il s'était échappé ne semblait plus qu'un fantasme naïf. Face à Argus, avec Io à ses côtés, et pour seul allier son intelligence et le tuyau de poil, Hermès savait qu'il devait agir vite. Il tendit la main vers la flûte de Pan, l'instrument qui représentait leur seul espoir de s'échapper. Il porta la flûte de Pan à ses lèvres, mais sa bouche était sèche de peur. Il souffla dans l'instrument, mais aucun son n'en sortit. Cependant, Hermès, connu pour sa vivacité d'esprit et sa détermination, se débarrassa de la paralysie de la peur. Puisant dans sa force intérieure, il remplit ses poumons de l'air frais du matin et souffla dans le tuyau de poil, avec toute la concentration dont il était capable. La mélodie qui s'en dégageait était d'une beauté envoûtante. Argus, dont l'avance avait été momentanément stoppée, écouta. Le géant, malgré sa formidable présence, n'était pas insensible à l'enchantement de la musique. Ses yeux se mirent à cligner, lourds d'une soudaine et irrésistible somnolence. Un à un, alors que la mélodie s'enroulait autour de lui, ses yeux se fermèrent, succombant à l'attrait du sommeil. Au moment où son dernier œil se ferma, la forme massive d'Argus oscilla, puis s'effondra sur le sol avec un fracas qui résonna dans la vallée. Le ronflement qui suivit fut profond et sonore. Argus étant endormi, Hermès ne s'arrêta pas pour savourer la victoire. Il continua à jouer les notes de la flûte de Pan, guidant Io loin du champ de bataille. La mélodie leur servait à la fois de bouclier et de guide, les enveloppant d'un manteau sonore protecteur jusqu'à ce qu'ils soient à des kilomètres du danger. Ce n'est que lorsque le paysage autour d'eux avait changé, la vallée menaçante cédant la place à un terrain plus doux et familier, qu'Hermès se permit d'arrêter de jouer. La menace immédiate passée, il regarda Io, désormais en sécurité sous sa garde. Hermès, entre soulagement et triomphe, s'adressa à Io avec une douce assurance. « Tu vas rentrer chez toi, dans ta forêt de nymphes. Cette épreuve est terminée, dit-il. » Alors qu'il conduisait Io au cœur de la forêt qu'elle appelait sa maison, ses sœurs nymphes apparurent, le visage illuminé par la joie et l'incrédulité à la vue de leur compagne perdue. Sans hésiter, elles se rassemblèrent autour de Io, leurs mains s'agitant dans l'air dans une danse vieille comme le monde. Sous les yeux d'Hermès, la vache fut enveloppée d'une douce et radieuse lueur. À la place de la vache, Io, sous sa véritable forme de nymphe, réapparut, d'une beauté intacte. Avec des larmes et des rires,
Les nymphes embrassèrent Io. Hermès, qui les observait de loin, éprouva un profond sentiment de satisfaction à la vue de leur bonheur. Sa mission accomplie, il se retourna et fila vers l'Olympe, le vent aux trousses. À son retour, Hermès trouva Zeus qui attendait des nouvelles de la quête, sa présence divine remplissant l'espace avec anticipation. Io est en sécurité et de retour parmi les siens, annonça Hermès, un sourire aux lèvres. Zeus, dont le visage s'adoucit pour devenir une expression de soulagement et de gratitude, acquiesça à ses remerciements. Il reconnaissait non seulement l'habileté et la bravoure dont Hermès avait fait preuve, mais aussi la compassion et la ruse qui avaient guidé ses pas. Vos actes d'aujourd'hui ont permis à l'Olympe de retrouver la paix, déclara Zeus, ses paroles faisant écho aux sentiments de tous ceux qui allaient entendre cette histoire. L'histoire du sauvetage audacieux d'Hermès et des retrouvailles d'Io avec ses sœurs serait racontée et redite pendant des siècles. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, peignant le ciel de l'Olympe de teintes dorées et cramoisies, un sentiment de tranquillité s'installa dans le royaume des dieux. Pendant un bref instant, le tumulte habituel des affaires divines avait cédé la place à un interlude paisible, rappelant l'harmonie qui pouvait être atteinte. L'histoire d'Hermès nous montre qu'être rapide et rusé ne suffit pas, mais qu'avec de la compassion et de la créativité, on peut accomplir des actes extraordinaires. Sa bravoure et sa détermination à sauver Io rappellent que même dans les moments les plus sombres, l'esprit peut triompher. Si ce récit vous a captivé et inspiré, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à l'Oasis des rêves. Rejoignez-nous pour explorer encore plus de légendes intemporelles et riches en enseignements. À bientôt pour un nouveau voyage mythologique fascinant.